Mesdames. Bonjour chez vous, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver sur RTI1 pour votre matinale. Matin Bonheur s'installe sur vos écrans. Je suis Eva Amani. Et moi, tout juste le voisin d'à côté, Marcelin Gouvoy, très heureux d'être en votre compagnie pour ce nouveau chapitre, un nouveau déterminant qui va nous conduire jusqu'à 7h30 et nous aurons la rubrique techno avec Monsieur Lassina Ouattara. Et nouveauté dans Matin Bonheur, ce mardi, on aura une chronique éducation. Ce sera l'affaire de Ghislain Kofi. Il est là. En tout cas, il sera avec vous tout au long de ce rendez-vous et surtout, il va marquer sa qualité et surtout son expertise vers la fin de ce rendez-vous pour le droit des travailleurs avec notre bien-aimé maître Koné Kiyobia. Pour l'heure, elle s'installe avant d'avoir droit donc à l'AGIM, à l'horoscope et au JT. Elle est là, elle a fait la une de tous les journaux pour nous. C'est Fatim Didier. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. La commémoration de l'attaque de Grand Bassam, l'intervention de Kassaraté à la CPI et les affrontements communautaires à Azaguié dominent l'actualité du jour. Vérification immédiate avec Fraternité Matin qui affiche donc à sa une les mots de Daniel Cablan d'un camp. Malgré l'attaque, Grand Bassam est resté debout, nous dit-il. On aperçoit donc sur la une du journal les officiels qui se recueillent et des anonymes qui marchent tous vêtus de blanc. L'intelligent d'Abidjan, lui, affiche à sa une les mots d'Ahmed Bakayoko. Nous avons pu nous prémunir d'autres attentats. Le journal propose aussi une interview de l'ex-ministre Euphrasie Yao au sujet du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. On change de une, l'expression titre. La Côte d'Ivoire s'est arrêtée hier à 12h45 pour la minute de silence et pour commémorer l'an 1 de l'attentat de Grand Bassam. Et en haut de page, on peut lire comment le gouvernement peut sauver le cinéma ivoirien après le dernier FESPACO, article passionnant que je vous conseille. On poursuit avec Nord-Sud qui titre « Affrontement communautaire hier à Azaguié, un mort et des blessés graves ». On apprend aussi que plusieurs ménages sont privés d'eau à Yopougon, à Bobo et Cocody. Information que je développerai lors de la revue de presse. À la une de l'Inter, le juge menace Kassaraté, vous risquez 5 ans de prison. Et en bas de page, le gardien de la mosquée parle de sa rencontre avec le meurtrier du Muezzin. Et on va finir avec le procès de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, encore à la une de notre voix ce matin. Kassaraté mélange le plan commun de Bensouda et le journal s'intéresse à Pascal Afine-Guessant, de retour de Ouagadougou. C'était donc les titres. On se retrouve aux alentours de 6h45 pour le détail de la revue de presse. À tout à l'heure. Merci beaucoup. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir. On va retrouver votre vista et surtout votre sens aigu de l'info et surtout du factuel. Elle s'appelle Soro Félicité. C'est elle qui extampille la réalisation de cette émission qui, je vous le rappelle, court du lundi au vendredi. C'est en direct sur RTI1. La preuve que nous sommes dans l'émission, nous sommes de plein pied. Il y a la belle, il y a le beau sourire d'Eva Amani, son beau costume, tout ça. Quand je lui fais des compliments comme ça, c'est que je vais lui demander quelque chose. Oui, je le sens. Je commence à vous connaître, Marco. Je commence à vous connaître. Ah bon, À force de vous pratiquer. Ah d'accord, vous me pratiquez au quotidien sur Matin Bonheur, bien évidemment. Oui. Continuez, allez-y, ça m'intéresse ce que vous dites. Alors pendant ce temps, quand on continue la conversation de pratique de nous deux, voici la gym et on se retrouve juste après. Alors, vous me pratiquez comment Bonjour à tous, bonjour chez vous, bonjour Eva, bonjour Marco. Alors, au programme, séance de cardio. Alors, on va travailler avec une corde à sauter. J'espère que vous en avez chez vous. Si vous n'en avez pas, aucun souci, on va remplacer la corde à sauter par un exercice. Par exemple, les jumping jacks. OK? Donc, si vous êtes prêts à débuter cette séance, allez, on va s'étirer un peu pour commencer. Comme on sort du lit. Allez, on part là, on tire. 1, 2, 3, 4 à gauche. 1, 2, 3, 4. Tirez bien, ne montez même pas sur la pointe des pieds. OK? Allez, on relâche au niveau des épaules. 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Allez, on descend là. Bien étirer les côtés. Allez. Super. De l'autre côté, on fait pareil. OK. Alors, le premier exercice pour nous échauffer, on va monter simplement les genoux. Là, on part. 1, 2, 3, 4, 5. Restez en mouvement. 6, 7. Les mains en hanches. 8, 9, 10 encore. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, les coudes vont croiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, bien haut. 6, 7, 8, 9. Ok, une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le coude qui vient sur le genou. 7, 8, 9. Ok, on change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors là, vous soufflez un peu, respirez, relâchez un peu les jambes. Vous devez sentir un peu à l'aine la concentration, la contraction. Ok, on prend les cordes à sauter. En attendant, allez, si elle est trop longue, vous l'enroulez une fois sur la main. Allez, on tire derrière. On va essayer de faire 30 secondes d'exercice ou 30 secondes de repos 5 fois. Allez, tout le monde. 3, 2, 1, go. 1. Allez, on tient bon. On garde les pieds bien tendus. Les abdominaux bien contractés pendant qu'on fait la corde à sauter. Et il faut respirer à chaque fois qu'il vous manque du souffle. Là. Allez, encore. On reste bien sur la pointe des pieds. Allez. Super, on respire, on respire, on respire. Encore un peu. Ok. Allez, là, vous respirez. Respirez, respirez. Vous prenez 30 secondes pour récupérer votre souffle. On inspire par le nez, on expire par la bouche comme ceci. Chassez toute l'air que vous inspirez par le nez, par la bouche. Allez, encore. Vous allez voir que c'est un exercice qui vous permet de travailler tout le corps. Ok. Allez, on va y retourner. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1. Allez, courage. Allez, encore, encore, encore. Alors, ceux qui savent sauter aussi avec un pied, n'hésitez pas à le faire. Ok, comme ça. On change. Allez, sinon, vous faites avec les deux pieds. Ceux qui savent courir aussi, n'hésitez pas à courir. On peut lever les genoux plus haut. Super. On reste bien sur la pointe des pieds. Les abdos toujours bien contractés. Ok. Alors, on souffle, on respire. Encore 30 secondes. Ok. Pour ceux qui n'ont pas de corde à sauter, aucun souci. On va aller là pour des jumping jacks. Ok. On écarte les pieds. Largeur au moins des épaules. On écarte les bras. Et puis top, on monte. 1, 2, 3. On essaie d'en faire 30. Ok. 5, 6, 7. Les abdos bien contractés. C'est le même principe. 10. 1. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernier 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, vous aussi, après avoir passé 5 fois 30, cet exercice avec 30 secondes de repos entre les répétitions de cet exercice, entre les séries, vous respirez, vous soufflez, 30 secondes, vous reprenez votre souffle, ok, vous buvez un peu d'eau, et puis encore, vous repartez encore sur 30 jumping jacks, faites-le 5 fois, ok. Je pense que vous allez être vraiment très satisfait après avoir fait cet exercice, surtout que le cardio va bien s'emballer. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao. Oui, on a toujours la pêche, coach Fabrice, et cela grâce à vous et à vos cours de gym tous les matins sur votre matinale préférée. Il est seul aujourd'hui, le coach Fabrice. Qu'est-ce qui Sarah se n'était pas passe là. L'autre jeune dame qui l'accompagne, Sephora, n'était pas là non plus. On se pose des questions. Il les a tellement taquinés que peut-être... Elles ont fui. Elles ont fui. Mais bon, j'espère qu'elles reviendront bientôt. Et dans la revue de presse, pardon, dans la titrologie, Fatim nous parlait donc de l'eau rétablie à Angré, à la Djibi. On l'avait dénoncé hier. Et hier, voilà, l'eau est revenue. C'est arrivé chez vous? Oui, pas chez vous? Compte-goutte, hein. Ah, mais bizarrement, moi j'ai un débit tout à fait normal. Compte-goutte. Et, donc je vais venir chez vous avec mes seaux alors. Quand vous voulez. Et on était en mode... Vous avez suivi Kirikou? Quand l'eau est revenue, Kirikou la sorcière, ça dansait. L'eau est là. Ah, j'ai fait la danse de Kirikou hier.
Ah d'accord. Et vous pouvez faire ça en direct Non. en direct. Eva Amani, c'est elle qui a commencé. Il ne faudrait pas qu'après elle dise que c'est moi qui l'ai attaqué. C'est elle qui a commencé. On était là tranquillement et pas la danse du Kirikou. Alors en exclusivité pour Matin Bonheur, voilà, à 6h07, voici la danse du Kirikou. Non, je plaisante. C'est plutôt la danse de l'horoscope parce que c'est maintenant, c'est parti. Bélier, évitez de céder au stress et à l'agitation. Ne vous lancez pas dans des règlements de compte inutiles avec votre partenaire. Ouvrez le dialogue si vous le souhaitez, à condition de savoir vous mettre à l'écoute. Faites une balade au grand air avant d'aborder les sujets qui fâchent. Taureau, méfiez-vous de vos sautes d'humeur et voyez si vous avez de bonnes raisons de vous laisser aller à vos idées noires. Prenez du recul et recentrez-vous sur les choses positives. Pour vous réconforter, privilégiez les tête-à-tête amoureux et les soirées entre amis. Ne vous laissez pas abattre. Gémeaux, la sérénité sera au rendez-vous. N'hésitez pas à ouvrir le dialogue avec votre partenaire pour faire des projets d'avenir. Dévoilez-lui vos envies et vos rêves. Il sera tout à votre écoute. Si vous êtes célibataire, déclarez votre flamme à la personne sur laquelle vous avez jeté votre dévolu. Cancer, si vous vous sentez d'humeur agressive, prenez un peu de distance par rapport à ceux qui vous entourent, car vous risquez de les blesser sans raison. Tentez de vous libérer de vos tensions intérieures en faisant une demi-heure de jogging. Cela vous permettra de vous vider la tête. Lion, vous aurez le sentiment d'aborder une importante phase d'expansion affective. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous sentirez très entouré et apprécié. Les relations que vous nourrez seront riches et harmonieuses. De quoi vous remplir d'énergie pour surmonter tous les obstacles. Vierge, si l'heure est aux déceptions amoureuses, évitez d'en faire reproche à ceux qui vous entourent. Au lieu de vous morfondre dans votre coin, retrouvez vos amis et organisez avec une soirée conviviale qui vous aidera à vous changer les idées. Vous verrez que vous pourrez compter sur eux. Balance, votre vie affective prendra beaucoup d'importance. Même si vous êtes plutôt pragmatique, vos émotions auront tendance à prendre le pas sur le reste, ce qui vous rendra beaucoup plus accessible. Les personnes du sexe opposé ne seront pas insensibles à votre conversation. Osez les rapprochements. Scorpion, vous aurez sans doute envie de faire le point sur votre vie amoureuse. Abandonnez les vieux règlements de compte de côté et montrez-vous plus conciliant. Même si cela ne vous paraît pas simple, tout le monde y trouvera son compte. Les célibataires séduiront par leur confiance en eux. Sagittaire, vous charmerez tout le monde avec votre sourire chaleureux. Vos ondes positives, votre gentillesse et l'affection que vous saurez manifester aux personnes que vous aimez. Si vous êtes célibataire, il n'est pas impossible que vous fassiez forte impression sur l'un de vos flirts. Affaire à suivre. Capricorne, votre vie amoureuse pourrait connaître des soubresauts et vos rapports amicaux également. Il n'est pas impossible que vous vous montriez blessant sans raison apparente. Tentez d'analyser vos tensions intérieures afin d'en connaître la cause. Cela pourrait déboucher sur des discussions intéressantes. Verseau, votre vie affective sera favorisée et vous ne commettrez pas d'impair. Vous vous exprimerez facilement et laisserez une impression inoubliable aux personnes que vous rencontrerez pour la première fois. Que vous soyez en couple ou célibataire, profitez-en pour partager d'agréables moments à deux. Poisson, votre vie privée ne sera pas des plus sereines. Dans le couple, vous pourriez connaître des frictions. Évitez de dire des choses que vous risquez de regretter plus tard. Prenez du recul et gardez votre sang-froid en toute situation. C'est le meilleur conseil que l'on puisse vous donner. 14 mars, c'est la journée aujourd'hui, mardi plus précisément. Et Marco, aujourd'hui démarre la semaine nationale de lutte contre le cancer. Absolument. Voilà. On aura l'occasion de vous en parler un peu plus longuement au fil des jours. Pour l'heure, on avance tout tranquillement de notre matinale. Et il est temps de faire une pause côté humour. On regarde. Chérie, c'est qu'il est là. Le voisin a encore frappé sa femme. Il a mal poté derrière. On va pas casser mon oeil. Son visage a roulé. Je lui casse. Et sa charmante dame. Le tourtereau. Ouais. Ouais, mon gars. Ça va? Non, moi, ça va, madame. Bien dormi.
Non, ça seulement ça se... Ouais. Vous appelez chez les gens, vous saluez. Il y a une odeur ici, hein. Oh. Mauvaise odeur, on dirait que quelqu'un a dû faire du vent. Oui, mauvaise odeur. Odeur? Oui. On dirait que quelqu'un a fait du vent. Ça pique dans les narines. Quelle odeur? Quoi? J'ai fait quoi? Tu m'as vu péter. Moi, j'ai pété. Oui, c'est possible parce qu'à un moment, vous vous êtes penché d'une manière... Mais ça veut dire quoi ça? Vous venez dans la maison des gens pour vous accuser. Ça veut dire quoi? Il y a quoi? Ça, c'est pas... Ça veut dire quoi ça? Il y a quoi? Il faut respecter les gens. Certainement, c'est lié à ça. C'est pas, ça ne présente pas joli pour une dame. Vous pétez, vous recevez quelqu'un et puis vous... Quand tu viens d'arriver chez les gens ici, tout le temps tu m'as vu, il a pété. Vous êtes une femme quand même respectable, même si vous ne respectez pas votre mari, respectez quand même celui qui est venu. Respectez quand même les gens. Vous êtes assis avec votre homme. La moindre des choses, c'est au moins le respect. Même si vous ne me respectez pas, lui au moins il mérite le respect. Qui ça? C'est moi qui ai pété. C'est vous-même qui avez pété ici. Parce que je suis penché. Moi, je me suis penché pour fuir la mauvaise odeur du paix de votre dame. Quelle mauvaise odeur? C'est toi qui as pété. Quelle mauvaise odeur? Tu m'as pété. Vous allez chez les gens, vous allez tu vas me sentir, hein? Ça va, il vient. Vous l'avez senti qui? C'est mon mari. Vous avez sapé qui? Vous ne savez pas parler de vous. Ça veut dire quoi? Il y a un potard. Ça veut dire quoi? Chérie, attends. Pardon, attendez. Vous êtes en train de vous battre. Viens. Chérie. À cause de la souris qui est morte ici, là. Pourquoi ça vous fait pas là? C'est une souris qui est morte. C'est une souris qui est morte. La voici. C'est son odeur qui se concentre là. Monsieur, pardon. Il faut laisser y aller, jeter. Pardon. Mais il faut donner. Monsieur, pardonnez. Arrête de poudrer là. Dis pas ça. Qu'est-ce que c'est dangereux? Non, là je ne peux pas maintenant. C'est une bière bien glacée. Une bonne bière. Un droga. Là c'est beaucoup. Ouais, t'as parlé quand même de me faire un bisou. Juste un bisou quand même. Tu m'as frappé. Au moins j'ai besoin de me... Oui. Oh, ok. Voilà, c'était un élément spécialement dédié à Eva Amani. Alors, nous allons... On va continuer. On va rester dans la droite ligne de l'humour pour vraiment adresser une mention spéciale, bien sûr, à notre ami Agalawal qui, ce week-end, a donné une prestation de haut vol à l'occasion de son one-man show, un véritable stand et surtout le public ivoirien qui a vraiment répondu à l'appel, qui a soutenu son soldat de l'humour. Eva, c'était vraiment magnifique. Il y avait du monde. Et j'ai eu de très très bons échos. Oui, et apparemment, le public qui a effectué le déplacement n'a pas boudé son plaisir. Hein. Absolument. C'était magnifique avec une belle mise en scène. C'était une mise en scène de Digbo Cravate avec un soutien de tous les instants de Adama Daiko. Il y avait deux côtés. Il y avait Philo de Semidi. Il y avait également notre ami le trublion Hilarion. C'était une véritable fête avec l'ambassadeur du Cameroun, le représentant spécial de l'UNESCO. On s'est bien amusé. Merci également à tous ces partenaires qui ont aidé le jeune Agalawal. C'était magnifique. Alors, il y a plusieurs manières de draguer. Avec la musique, en France, en Europe, dans les pays européens, on met un orchestre, tout ça. Chez nous, on joue une sérénade, tout ça. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, moi j'ai trouvé une meilleure manière de compter fleurette, c'est le balafon, le xylophone du Nord. Ça donne de belles mélodies et j'espère que Eva va aimer. Eva, c'est pour vous.
c'est bien. Moi, Oui, j'aime j'ai bien. surtout aimé votre prestation. Oui, moi j'ai grandi avec un voisin, monsieur Koulibaly, c'est par la Riviera 2, qui avait toutes ces cassettes-là. Et ça a vraiment bercé notre enfance. Et moi, franchement, ça me plaît. Et moi, j'ai passé une partie de mon enfance à Boundiali, à Boundiali, dans le nord du pays, et c'était des sonorités qu'on entendait Ah assez oui, et fréquemment. c'est ça l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Kadi Fadiga jubile en régie. Elle a vraiment dansé au moins pendant 5 minutes et on sent encore qu'elle se rappelle au bon souvenir de ces réunions de famille à Djamé Dallas. Alors, on va continuer. Alors, oui, Lassina Ouattara installé, ça lui rappelle sûrement de bons souvenirs puisqu'il est originaire du nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément de Ferkessédougou. Il est là pour nous parler donc de technologie. Bonjour. Bonjour Eva. Soyez le Bonjour, bienvenu. Marco. Installez-vous. Jingle. Les femmes dans le digital, voilà tout un programme. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est les femmes dans le digital et notamment on va parler d'une dame très connue en Côte d'Ivoire, mais qui est en train de faire, on va dire, son petit nombre de chemin et qui est l'une des potentialités donc au niveau du digital aujourd'hui donc en Afrique. On parlera bien sûr donc de start-up, hier on en a parlé, et on va parler donc des 100 meilleures start-up aujourd'hui en Afrique dans lesquelles on a la possibilité d'investir. Et puis on parlera bien sûr des brèves, voilà, tout ce qui concerne bien sûr aujourd'hui donc les informations, l'actualité dans le digital. On commence donc avec cette brave dame, Edith Brou, qui n'est plus à présenter. Alors, tout à fait. Cette dame, on va dire qu'elle a commencé en 2009, à l'occasion justement donc de Africa Digital Communication Day qui s'est tenu donc à Paris récemment. Voilà, il s'agissait en fait de réunir les influenceurs, les marques, etc. et voir quel est le potentiel en fait du digital en Afrique. Alors, après justement on va dire les rencontres, c'était près de 250 personnes donc à Paris, évidemment. Et Edith Brou a été désignée comme l'une des meilleures, on va dire, des influenceuses donc, sur le continent. Les marques également, donc les agences de communication aujourd'hui sont unanimes que cette dame de 33 ans, bien sûr, a un énorme potentiel. Elle avait été déjà désignée en 2016 par Jeune Afrique comme l'une des personnalités les plus influentes donc, de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, donc, elle étend, en fait, si vous voulez, son influence au niveau donc, africain et également peut-être, on va dire, au niveau européen. C'est quoi sa marque de fabrique? C'est quoi sa particularité? Alors, Edith Brou, il faut savoir simplement que ce qu'elle dit donc d'elle-même, c'est que j'ai transformé ma passion en profession. C'est-à-dire que en 2009, quand elle rencontre l'angle de digital, c'est la passion parce qu'elle sent déjà le potentiel et tout de suite, donc, elle s'engouffre dans la brèche. Et aujourd'hui, pratiquement 10 ans après, elle arrive à être l'une des personnes les plus influentes. Pourquoi? Parce qu'elle sait communiquer sur elle-même, c'est-à-dire le personal branding, elle sait communiquer sur elle-même, mais également, elle sait réellement voir les potentialités donc, dans le digital pour pouvoir éventuellement donc, intéresser les marques, intéresser les entreprises, intéresser également donc, on va dire, la société dans sa globalité. Très bien. Voilà. Et aujourd'hui, comme on dit, elle est influenceuse, c'est-à-dire parmi un certain nombre de personnes, c'est-à-dire à côté d'Angélique Kidjo, à côté d'un certain nombre de personnes, de personnalités, donc aujourd'hui du monde, de tous les secteurs, elle est considérée comme l'une des plus potentielles influentes donc, sur le continent, capable donc d'influencer. Et aujourd'hui, ceux qui utilisent la technologie, bien sûr, mais également donc les marques, c'est-à-dire qu'elle a la capacité, par exemple, de dire aujourd'hui aux téléspectateurs et à tous ceux qui la suivent, parce que c'est des milliers et des milliers donc, de personnes qui la suivent, de dire Matin Bonheur est la meilleure émission donc, matinale, par exemple, du continent. Je suis sûr qu'elle va le dire. Elle a une émission qu'on appelle Divan numérique. Divan numérique, tout à fait. Elle a cette capsule-là qui s'appelle Edith Brou à tester, où elle teste de nouveaux appareils, des téléphones, tout ce qui a trait à la technologie. En tout cas, félicitations, hein, félicitations à elle. C'est la fierté des femmes, et en plus des femmes baoulées. Je savais qu'on allait en arriver là, parce que franchement, je l'ai vu venir. Je la connais par cœur maintenant, Eva Amani. Alors, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a d'autres femmes, c'est vrai, à côté d'Edith Brou? J'entends souvent aussi le nom de Yeni Gigi. Tout à fait. J'entends aussi d'autres femmes qui sont peut-être aussi dans l'ombre et qui sont guidées par... qui veulent en même temps, qui prennent un peu Edith Brou comme modèle. Tout à fait. Alors, vous savez, il y a une génération justement donc, de jeunes qui ont été, eux, beaucoup influencés par la technologie avec tout le potentiel. Vous avez par exemple Ophélie Talmas qui, elle, c'est plus dans le milieu culturel, qui a un blog avec, qui relaie les informations, les événements culturels. Vous avez Yeni Gigi, donc elle est plus orientée littérature. Et puis vous avez quelquefois à côté de cela donc, des jeunes, aujourd'hui poussent, qui sont en train de venir, dont Edith Modèle justement, Edith Brou représente en fait un exemple, le modèle. Très bien. Et je lance mon blog très bientôt. Très bientôt. Oui, d'ailleurs, on en avait parlé d'ailleurs avec Eva Edith by Night, Brou. c'est ça? Oui, non, du tout. J'en avais parlé d'ailleurs il y a quelques temps avec Edith Brou qui m'avait fortement encouragée. Je ne savais pas par quel bout commencer. Bon, là, c'est décidé. Là, je l'appelle juste après l'émission. Je pense qu'elle va me donner tout. Encouragez-moi, Marco.
paroles. Alors, La suite. tout à fait. On arrive maintenant. Si je vous demandais quel est le... Hier, on a rencontré un jeune donc, avec sa start-up. Alors, si vous deviez investir, si vous avez aujourd'hui donc la possibilité d'investir dans une start-up en Afrique, laquelle choisirez-vous éventuellement? Et les sites internet font partie de... Les sites internet ou alors les projets à fort potentiel. Le conseil en communication. Le conseil en communication. Et pour parler toujours d'Edith Brou, je crois qu'elle est à la tête d'un site internet qui fait tout à fait. Buzzy Africa. Buzzy Africa et qui est à suivre. Et donc moi, j'investirai là-dedans. Tout à fait. Alors, OK, sachez qu'il y a My African Startup. Il y a 2 ou 3 ans, donc ça avait été lancé. C'est une initiative donc, qui fait le tour du continent et en fait recueille les idées donc, avec du potentiel pour pouvoir donc, chercher des financements pour soutenir en fait, les jeunes qui sont des entrepreneurs, bon, ça. notamment donc, dans le digital. Alors, il y a un foisonnement évidemment donc, de start-up aujourd'hui donc, en Afrique et My African Startup a décidé évidemment donc, de faire la liste des 100 premières start-up dans lesquelles donc, on a la possibilité d'investir. Alors, c'est une étude qui a été faite. C'est 780 donc, start-up à peu près donc, sur le continent donc, qui ont été passées en revue. Et les 100, donc, 100 ont été sélectionnés, parmi lesquels donc, des start-up ivoiriennes, maliennes, burkinabées, sud-africaines, kenyanes, etc. Et il faut savoir que c'est 22 pays en fait, qui sont réellement représentés et des experts en fait, ont travaillé donc, sur la question, réellement donc, pour montrer les sérieux. Donc, vous avez la participation en fait, de la BAD, mais également de HEC Paris et d'un certain nombre de, justement, de cabinets qui ont participé à cela. Très bien. Est-ce que les idées sont, excusez-moi Eva, est-ce que les idées sont protégées? Parce que là, il s'agit d'idées, est-ce qu'il y a une certaine protection hein, pour les startups? Alors, tout à fait. Au niveau des droits, tout ça. Au niveau des droits, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous êtes une start-up, en général, donc, on vous coach, vous êtes monitoré quelquefois par un certain nombre de mentors qui sont capables de vous apporter donc l'expertise, qui vous apportent donc assistance juridique, technique, etc. Tout à fait, vous aiguiller pour que réellement, donc, comme on l'a dit hier, vous ayez le potentiel, la possibilité quelquefois de brasser des millions de dollars. Donc, toutes ces idées sont protégées et évidemment, donc, voilà. Et en Côte d'Ivoire, vous avez parlé de start-up africaines. En Côte d'Ivoire, quelles sont celles qui se démarquent? Alors, tout à fait. Alors, on a donc, je dirais comme ça, Africab. On a également donc Afrimalin, donc Africab en Côte d'Ivoire, Afrimalin donc au Mali. Et également, vous avez au Sénégal un certain nombre de start-up, etc. qu'on peut citer. La liste est à consulter sur My African Startup. Et voilà où on pourra avoir donc toutes les 100 start-up avec leurs différentes potentialités, le fonctionnement donc de leurs idées et puis voir comment on peut bien sûr donc, y investir. Lassina Ouattara, les start-up, on va rester avec vous hein, jusqu'à 27, on est très heureux, on va en profiter. Alors, est-ce que c'est une nouvelle porte de sortie pour la jeunesse ivoirienne, voire africaine, les start-up? Alors, tout à fait. Justement, avec l'étude de My African Startup, c'est 780 donc, start-up, mais derrière, il faut savoir qu'il y a encore des jeunes postes qui ne remplissent pas forcément donc, les conditions, qui évidemment donc, en ce moment sont à l'arrière-plan. Mais le fait de dresser aujourd'hui la liste des 100 start-up, ça encourage en fait tous ces jeunes-là. Et aujourd'hui, comme on l'a indiqué, tous nos États, évidemment, donc, il y a des soucis avec le développement d'infrastructures, d'infrastructures sanitaires, routières, etc. Vous voyez que, comme on dit quelquefois, l'État ne peut pas tout apporter et c'est aux jeunes donc, d'inventer le métier. Et comme Edith Brou le dit, moi, elle dit, j'ai découvert donc, Internet par passion, j'en ai fait une profession et c'est pratiquement pareil aujourd'hui pour ces jeunes gens. Vous avez des brèves? Des brèves, on peut dire simplement qu'aujourd'hui, Android Pay va débarquer dans les pays francophones, c'est-à-dire peut-être bientôt chez nous. Ça a déjà donc commencé en Belgique. Alors, il faut simplement configurer son téléphone, vous y ajoutez donc votre carte et vous avez la possibilité quelquefois de payer dans des restaurants, dans des supermarchés, comme quelquefois on le voit déjà avec les opérateurs aujourd'hui qui proposent le paiement sans contact. Et ça, bientôt avec Android, à partir de votre téléphone, vous pourrez le faire donc, dans un certain nombre on va dire, de surfaces. Quand j'évite Eva, franchement, ça peut aller. Oui. Surtout que c'est Eva qui paye généralement parce qu'elle a plus de moyens. Marco! Ce serait bien. Voilà. Eva, la suite de ce rendez-vous. La suite de ce rendez-vous. Merci, Lassina Ouattara. La suite, ce sera avec Hamza Diaby pour le JT de 6h30. Mais bien avant, on aura l'agenda, la météo et bien sûr le JT. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour pour cette matinée. Le temps sera généralement nuageux sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Les régions du centre, de l'est et du nord seront partiellement nuageuses et progressivement ensoleillées.
Pour les températures de la matinée, la maximale affichera 26 degrés pour une minimale de 23 degrés. 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Diaké. Il fera 24 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Bouaké ainsi qu'à Daloa. 25 degrés du côté de Dambokro, 23 degrés à Gagnoa. Il fera 24 degrés dans le Poro à Korogo. 23 degrés de minimale à Mans ainsi qu'à Odiné. 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou. Et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, il fera chaud et humide sur l'ensemble du pays. Le littoral et le sud forestier pourraient observer des averses localisées, notamment sur les régions du sud-ouest. Les autres régions du pays resteront partiellement nuageuses et ensoleillées. Pour les températures de l'après-midi, la maximale va afficher 38 degrés pour une minimale de 31 degrés, 32 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 37 degrés à Bondoukou dans le Gontougo, à Bouaké dans le Bouaké 35 degrés, 34 degrés à Daloa, 37 degrés à Dambokro, 34 degrés à Gagnoa, 38 degrés de maximale dans le Poro à Korogo, 35 degrés à Mans, 38 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro ainsi qu'à Sassandra, 31 degrés de minimale à Tabou et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal largement consacré à la cérémonie d'hommage des attentats de Grand Bassam. Souvenez-vous, le 13 mars 2016, pour la première fois, la Côte d'Ivoire était frappée par un attentat terroriste, attentat perpétré sur la plage de Grand Bassam et commandité par Al-Morabitoun, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Bilan, 19 morts, une trentaine de blessés. Hier lundi, jour de commémoration de cet attentat, un hommage a été rendu donc à tous les disparus, toutes les victimes de cette attaque terroriste. Reportage. Affluence de blancs vêtus ce lundi 13 mars 2017 sur le site de l'Étoile du Sud en hommage aux victimes de l'attaque terroriste survenue un an plus tôt, le dimanche 13 mars 2016 à Grand Bassam. L'onde de choc provoquée par la lâche tuerie qui a fauché 19 personnes venues se détendre au bord de la mer ne s'est pas encore dissipée. En témoigne la mobilisation suscitée par la cérémonie commémorative organisée ce 13 mars 2017 sur la plage de Grand Bassam par le gouvernement. Parents des victimes et aussi une foule d'hommes, de femmes et surtout de jeunes venus tous commémorer ce douloureux souvenir et signifier par leur présence leur rejet du terrorisme. Mobilisation également des autorités politiques, solidaires face à l'ennemi commun qu'est le terrorisme. Depuis le 13 mars 2016, soutient le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, plusieurs arrestations sont intervenues et les enquêtes se poursuivent. Aujourd'hui, grâce aux éléments d'enquête précis de l'attentat de Bassam, nous sommes arrivés à mettre des noms sur la chaîne de commandement qui a conçu et opéré à Bassam. Et de cette chaîne-là, et de la cellule dormante qui la supportait, il y a 38 personnes qui ont été arrêtées. Et je pense que ce que là vient le fait que nous avons réussi à nous prémunir de notre attentat en un an. Parce que quand la cellule dormante n'est pas identifiée, elle est capable de frapper à tout moment. Et nous continuons à approfondir nos enquêtes pour élargir cette toile. Ces enquêtes ont permis des arrestations au Sénégal, au Mali et au Burkina. Ce que je peux également dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons arrêté le patron de Kounda Gala, celui qui l'a mis en mission. Donc par rapport à cela, les autorités maliennes sont en train de faire des investigations et cela nous permettra d'aller encore plus loin et de réduire leur capacité de nuisance.
La cérémonie était conduite par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, entouré du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, du président de l'Assemblée nationale Soroki Bafori Guillaume, des ministres du gouvernement, des autorités préfectorales, des élus, des autorités coutumières, des autorités religieuses. Ultime moment de cette commémoration, le dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire des victimes par le vice-président, suivi par la sonnerie aux morts, exécutée par les clairons de la garde républicaine. À 12h45 exactement, l'heure où tombaient le 13 mars 2016 les premières victimes de l'attaque terroriste. Minute de silence et de recueillement, décidée par le gouvernement sur l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Commémoration dans le silence. À la fin de la cérémonie, la presse a réussi à arracher quelques mots au vice-président. Vous savez que quand cette attaque a eu lieu, le président de la République est venu très rapidement sur les lieux pour reconforter donc sa population et passer des messages de condoléances et de prompt rétablissement, notamment en ce qui concerne les blessés. Vous savez aussi qu'il a organisé un mois après un hommage aux morts ici à Grand Bassam et après les dispositions pour aider les personnes qui ont donc été victimes et blessées, mais aussi pour aider Bassam à repartir. Je suis heureux de constater que un an après, Bassam est debout, que les gens ne se sont pas laissés abattre par cette attaque terroriste lâche, mais que la vie revient. Donc ce que je peux dire, c'est d'abord des remerciements au président de la République qui a décidé ces commémorations, comme je le disais donc le 8 mars dernier, mais aussi donc de l'appui qu'il a bien voulu apporter pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Je pense que c'est un exemple pour toute la Côte d'Ivoire, que quelle que soit la situation difficile dans laquelle on peut se retrouver, il faut apprendre à rester debout, à se battre et faire en sorte que l'espoir et la vie dominent. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont, vous savez, venus ici en son temps pour porter des témoignages de condoléances à la Côte d'Ivoire entière. Il y a aussi donc des délégations qui sont venues porter leurs témoignages. Et je crois que c'est une solidarité qui a été particulièrement forte et que les Ivoiriens ont fortement apprécié. Un an après, le 13 mars 2016, si les populations ivoiriennes ont réappris à vivre sans peur, elles restent à jamais marquées par cette tuerie injustifiée à leurs yeux. Et vous l'avez vu, la Côte d'Ivoire entière a observé une minute de silence en hommage aux victimes. C'était exactement à 12h45, 12h45, l'heure à laquelle les tirs ont commencé ce dimanche-là.
Grand Bassam a donc été le théâtre d'une attaque terroriste revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une attaque qui a fait 19 morts, dont 3 soldats ivoiriens. Les enquêtes, un an après, ont conduit à l'arrestation de plus d'une trentaine de personnes en Côte d'Ivoire et dans 3 pays de la sous-région, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Aujourd'hui, grâce aux services de sécurité du pays qui ont bénéficié d'un élan de solidarité des services français, américains et marocains, sans oublier l'appui donc des pays de la sous-région, les enquêtes pour trouver les vrais auteurs de cet attentat enregistrent des avancées notables. Le point maintenant avec Sidonie Davila. Le dernier coup de filet dans le cadre de l'enquête sur l'attaque de Grand Bassam a été réalisé au Sénégal. Il s'agit de 2 djihadistes maliens, Ould Sidi Mohamed Sina et Ould Am Sidalamine. Ces 2 suspects ont été arrêtés le jeudi 23 février 2017 à Dakar. Plusieurs mois auparavant, soit le 16 avril 2016, Alou Doumbia était arrêté à Bamako. Selon les services de renseignement maliens, il serait le second acteur principal de l'attentat et aurait convoyé ses collègues terroristes du Mali en Côte d'Ivoire. Avec eux, des armes et des munitions camouflées dans le 2e réservoir d'un véhicule de type 4x4. Le 27 mars 2016, Ibrahim Ould Mohamed, le bras droit du cerveau présumé, est appréhendé dans la nuit près de Tombouctou. Quelques heures plus tard, l'un de ses complices, Midi Ag Sogda Diko, le logisticien du groupe, est arrêté au sud de Gao. Ce dernier aurait hébergé le commando à Abidjan. 3 mois plus tard, nous sommes en mai 2016, les enquêteurs épinglent dans la commune de Port-Boué à Abidjan Barry Hassan, dit Barry Batesti, un Ivoirien suspecté lui aussi d'avoir joué un rôle clé dans le carnage de la cité balnéaire. Il serait par ailleurs le chauffeur de Kunta Dalla, le cerveau présumé de l'attaque de Grand Bassam, qui lui continue de courir. Au total, plus d'une trentaine d'arrestations ont eu lieu et l'enquête, elle, se poursuit pour en savoir davantage sur cet attentat terroriste qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. L'actualité internationale à présent. En RDC, 2 experts des Nations Unies sont portés disparus depuis dimanche 12 mars dans la région du Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo, agitée par une rébellion depuis plus de 6 mois. Les 2 experts sont de nationalité américaine et suédoise. Ils étaient chargés par le Conseil de sécurité d'enquêter sur les groupes armés, les violations des droits de l'homme et les possibles violations d'un embargo sur les armes dans le pays. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, rentré la semaine dernière après 2 mois passés en Angleterre pour des raisons médicales, a repris ses fonctions hier lundi selon un communiqué officiel. Pendant toute cette période, c'est le vice-président Yemi Osinbajo qui avait assuré l'intérim et qui a donc passé le témoin hier lundi. Au Niger, l'opposant Ama Amadou a été condamné à 1 an de prison ferme hier, lundi 13 mars, à Niamey. C'est le délibéré prononcé par les 3 juges de la Cour d'appel qui a jugé l'affaire dite des bébés nigérians. L'ex-ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, a lui aussi été condamné à 1 an de prison ferme, alors que plusieurs autres accusés ont écopé de 5 ans de prison. Et puis, pour terminer, en adoptant définitivement hier lundi 13 mars le projet de loi du gouvernement britannique, le Parlement de Westminster vient de donner officiellement le pouvoir à Theresa May de déclencher le Brexit. Le gouvernement conservateur de la Première ministre a donc désormais les pleins pouvoirs pour activer l'article 50 du traité de Lisbonne qui actera le divorce avec l'Union européenne. Merci de nous suivre toujours sur RTI. Merci beaucoup Hamza. Merci Monsieur On se Diaby. retrouve avec beaucoup de plaisir. Je rappelle qu'Hamza est mon rival chaque matin. Quand tu regardes Eva, j'ai mal au cœur. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Surtout pour rester dans le temps de l'actualité. Superbe élément de la direction de l'information hier soir en prime time par rapport à l'anniversaire de cet événement malheureux qui, vous le savez, a touché la Côte d'Ivoire le 13 mars de l'année dernière. Merci en tout cas de rester sur RTI1 parce que nous avons toujours des informations, toujours un feeling qui va vraiment coller avec ce que vous appréciez. La preuve tout de suite, la revue de presse avec Fatim Djidji.
démarrer, je vous propose le billet d'humeur d'Oumou, le journaliste de Fraternité Matin, qui cite dès le démarrage Eric Fromm. « Si je suis ce que je possède et que je perds tout ce que j'ai, qui suis-je » Le journaliste nous rappelle que lorsqu'une crise survient dans nos vies personnelles ou dans une société, il faut savoir en faire le deuil. La crise, c'est ce qui vient rompre l'harmonie dans la vie d'une personne ou désorganiser une société dans son ensemble. Et la Côte d'Ivoire en a connu des crises dans la décennie 2000-2010 et les séquelles sont encore bien visibles. Alors, si le journaliste reconnaît que la crise se subit, il nous dit qu'il faut la vaincre, la surmonter. Et c'est dans cette perspective que l'on parle de faire son deuil. Donc, pour conclure, il est possible, selon lui, de faire le deuil d'un deuil comme le deuil d'une crise. On poursuit avec Notre Voix, qui nous apprend que le village d'Azaguié a été la cible d'une attaque meurtrière hier, faisant état d'un ou deux morts et de plusieurs blessés graves. Le commando qui a attaqué Azaguié Awa était composé de près d'une cinquantaine de personnes arrivées dans des minicars autour de 10 heures. Alors 7 femmes, dont toutes des vendeuses de fruits, ont été attaquées et tailladées à la machette. L'une d'elles a perdu un œil et l'autre son oreille. À lire cette fois-ci dans Nord-Sud, la direction de la CIE Sodeci a finalement décidé de faire une précision sur la situation de pénurie d'eau dans le secteur d'Engré et des 2 plateaux. Elle a expliqué que ce sont les incidents survenus sur le réseau électrique de la commune de Cocody et au poste source d'Abobo qui ont perturbé l'alimentation des zones d'Engré et de 2 plateaux le week-end dernier. Allez, on passe maintenant à la page économie de l'Inter qui s'intéresse aux 85 000 gérants de cabines téléphoniques en Côte d'Ivoire. Et selon l'association des gérants de cabines téléphoniques de Côte d'Ivoire, ce secteur pourvoyeur d'emplois directs joue un rôle important dans le développement économique du pays. Il rappelle que le chiffre d'affaires des opérateurs sont portés à 80% par les gérants de cabines et seulement à 20% par les mobile money. Et il nous dit qu'un gérant de cabine gagne un bénéfice journalier de 385 francs CFA sur 10 000 francs. Et à cet effet, le ministère de l'économie et des finances et celui de l'emploi des jeunes, en accord avec les partenaires, ont été sollicités pour leur engagement à la professionnalisation de ce secteur dit informel. Allez, pour la page internationale, je vous invite au sud du Sénégal, dans la région de la Casamance, à Elinkine, un village isolé devenu l'Eldorado des Ghanéens. Ce sont les eaux poissonneuses qui sont à l'origine de la ruée des pêcheurs et des marailleurs venus donc de la Côte de l'Or, ancien nom du Ghana. Alors, les flux migratoires ne cessent de s'amplifier, augmentant la pression sur les ressources halieutiques qui finissent donc par se raréfier. Mais cependant, les nouveaux venus ne semblent pas être sur le départ, car sur la route principale, une école ghanéenne prend en charge la scolarisation des enfants nés au Sénégal d'origine ghanéenne. On prend maintenant la direction de Paris, où le Conseil régional d'Île-de-France, présidé par Valérie Pécresse, qui appartient au groupe, bien sûr, Les Républicains, appliquera la cause dite Molière qui impose l'usage du français, notamment sur les chantiers. Alors c'est dans le cadre d'un Small Business Act francilien pour favoriser l'accès des TPE-PME à la commande publique que cette clause a été imposée. Et pour l'opposition de gauche qui crie au scandale, c'est une manière d'imposer la préférence nationale en obligeant les travailleurs à parler français. Et pour finir avec l'insolite, on va s'intéresser à l'histoire de Vinny, un jeune Américain qui a eu recours à 110 opérations chirurgicales pour devenir, selon lui, la créature la plus authentique au monde. Alors, il a dépensé 50 000 $, c'est-à-dire à peu près plus de 30 millions de francs CFA pour toutes ces opérations. Il dit « Je veux faire partie ni de la catégorie des hommes, ni celle des femmes ». Vous voyez à l'écran, vous allez certainement voir une autre image le représentant. Alors, moi, je m'étais bêtement arrêté au fameux « il faut souffrir pour être belle et beau ». Eh bien, grâce à lui, je découvre qu'il faut aussi souffrir, voire se ruiner pour être ni belle ni beau. Comme quoi, il faut de tout pour faire un monde. Allez, je vous laisse en compagnie de 2 beautés bien identifiées. La femme, c'est Eva, et l'homme, c'est Marco. À demain. Merci. Merci Fatim Didier. Et pour revenir sur cette dernière information, j'ai lu d'ailleurs ce week-end que ce jeune homme a demandé à se faire
couper donc le sexe parce qu'il veut être asexué, il veut être ni homme ni femme. Fatim l'a dit, il faut le tout pour faire au monde. Ça, Marco n'en revient pas, il a ouvert des yeux ronds et il fut choqué par cette information. Estomaqué. Choqué. La suite de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant à l'homme du jour. L'homme du jour, oui, c'est tout simplement le physicien Albert Einstein, qui est né donc le 14 mars 1879. Il a contribué largement au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie. Il a reçu le prix Nobel de physique de 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Son travail est notamment connu pour la fameuse équation E égale mc carré, un terme très connu par les physiciens qui pourront mieux l'expliquer que moi, n'est-ce pas Marco? Tout à fait. Albert Einstein est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire. Et sa renommée, mesdames et messieurs, dépasse largement le milieu scientifique. Il est la personnalité du XXe siècle selon l'hebdomadaire Time. Et puis dans la culture populaire, son nom et sa personne sont directement liés aux notions d'intelligence et de savoir. On fête aujourd'hui, Marco, les Mathilde et ses variantes Mathilda ou Maude. Et on fête également les... Arnaud et ses variantes Arnaldo, Arnaud. Et puis Ève aussi, Ève. On fête les Ève, voilà. Et ses variantes? Et ses variantes, j'ai pas vu Eva dedans. Si, là, juste là. Eva, Ève-Laure, Ève-Lise, Evelyne. Et puis on embrasse également toutes les Evelyne. Et toutes les Eva. Oui, c'est ça. Okay. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bonne fête à moi. On a parlé, oui, voilà, bonne fête à Eva. Vous aurez moi. Oui, Ave, Eva, oui, et moi. Voilà, on va passer maintenant à l'éducation. On a parlé de Albert Einstein, on va parler avec lui de savoir. On va parler aussi de savoir maintenant l'adaptation scolaire. L'enfant naît, grandit. Un jour, comme ça, on décide de l'envoyer à l'école. Comment ça se passe? Les premiers pas, comment ça se passe? C'est tout de suite après ce jingle. Il est installé, c'est M. Ghislain Kofi, bonjour. Avec lui, ce mardi, on parlera, Marco l'a dit, d'adaptation scolaire. On vous écoute. On entend par adaptation scolaire l'ensemble des transactions relativement constructives que l'on peut faire que l'on peut constater entre l'enfant, sinon l'élève, puisqu'il va à l'école, entre l'élève et son environnement. Et c'est le cas de l'élève qui arrive dans un nouvel établissement et on constate qu'il se fait plus facilement des amis et ses notes croissent, même on peut le dire relativement aux notes qu'il avait dans son précédent établissement. Donc là, on peut parler d'adaptation scolaire. Et à l'ombre de cette adaptation scolaire, nous avons l'inadaptation scolaire qui résulte plus de l'inadéquation entre l'élève et son environnement. Ce sera le cas de cet élève-là qui quitte un établissement où il était brillant. Il arrive dans un nouvel établissement et bon, on constate que ses notes décroissent et il se fait moins d'amis. Le matin même pour aller à l'école, l'homme qui était enthousiaste avant, bon, il commence à traîner les pas, inventer beaucoup d'excuses. Voilà. Là, on parlera d'un cas d'inadaptation scolaire. Pour la maternelle, ça doit être très dur hein, pour la maternelle. Oui, les premiers pas sont toujours difficiles. Jamais aller à l'école, un matin comme ça vous allez, il n'y a aucun repère. C'est en cela que j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes, comme on appelle les maîtresses de la petite, moyenne, grande section. Mais c'est elles qui guident nos pas hein, dans les soubresauts de l'éducation. C'est juste. On a tendance à voir ces scènes-là d'enfants qui pleurent. Ils ne veulent pas lâcher la main de maman ou la main de papa parce que, bien évidemment, déjà, ils se trouvent dans un environnement qui est différent. Ils n'ont pas l'habitude d'être avec autant d'enfants et il faut être particulièrement rassurant avec eux. C'est ça. Mais justement, pourquoi il pleure? Pourquoi il a peur? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été assez préparé par les parents? Comment ça doit se passer? Bon, dans ce cas-là, pourquoi l'enfant pleure? C'est clair que la séparation est toujours douloureuse. Voilà. Et pour quelqu'un qui est habitué à rester avec sa maman pendant toute une journée, un beau matin, sa maman, ou même pas sa maman, peut-être la nounou va le laisser dans un endroit qui est inconnu, avec une maîtresse qu'il ne connaît pas, avec laquelle il va passer plus de 8 heures. Bon, c'est vrai qu'il ne sait pas, mais il tourne le dos, il voit ses parents s'en vont. J'ai plus de repères là. Voilà. Donc, ce sera à la maîtresse maintenant de faire preuve de qualité assez remarquable, donc être chaleureuse, accueillante.
Je vais vous faire une confidence. Moi, ma première fille, elle était contente d'aller à l'école. Je ne sais pas pourquoi. Elle est normale, j'espère. Elle était contente de s'asseoir, de... Vous l'avez bien préparé parce que c'est vrai qu'on ne prépare pas forcément les enfants. Maintenant, on lui dit bah, tu vas à l'école. L'enfant ne sait même pas ce que c'est que l'école. Peut-être que vous avez bien préparé votre fille. Oui, peut-être. C'est juste. Parce que là encore, il y a la préparation. Comment est-ce que les parents préparent les enfants à aller à l'école? On voit qu'il y a certains parents qui utilisent l'école comme que l'enfant n'a pas envie de rester à la maison. Un lieu de torture. Bon, quand ils présentent l'école à l'enfant, bon, toi, si tu continues comme ça, je vais t'envoyer à l'école. De toute façon, quand tu vas aller à l'école, tu vas arrêter ça. Voilà, c'est parce que tu vas à l'école que tu es à la maison que tu fais ça. Voilà. Donc, présenter comme ça, l'enfant se prépare plus à aller affronter l'école et non à aller à l'école. Du coup, il n'a pas cet enthousiasme-là. Voilà. Comparément à certains parents qui présentent l'école comme l'endroit idéal pour l'enfant où il pourra apprendre beaucoup de nouvelles choses. C'est une récompense, l'école, voilà, c'est pas une sanction. D'amis, voilà, tu fais beaucoup de nouveaux amis, apprendre plein de choses. Du coup, l'enfant lui-même, il est enthousiaste à l'idée d'y aller. Hein. Quand on lui dit, tu vas à l'école, oui, je suis content. Mais là encore, arrivé à l'école, il y a la présentation même du cadre. Comment est-ce que l'école est, la beauté de l'école, les dessins sur les murs avec les dessins animés, bon, ils sont bien heureux. Ils voient les uniformes, c'est nouveau, c'est très beau. Oui, je vais porter un uniforme moi aussi. Et il y a même l'encadreur, le formateur qui va l'accueillir, très chaleureux. Bon, il est content. Bon, j'ai eu la maîtresse et tout ça. Voilà, un petit sac là qui n'a pas l'habitude d'avoir très souvent. Et on se rend compte que dans ce genre de cas-là, l'enfant est plus adapté, n'est-ce pas? Contrairement à un enfant qui arrive dans une école, bon, il voit la peinture vraiment qui date de Mathusalem. Bon, c'est devant là où je vais, il rentre, les bancs sont voilà, avec la poussière. Finalement, il se pose la question de savoir où est-ce qu'on m'emmène. Il y a une certaine théâtralité dans la préparation de l'enfant. C'est vraiment un moment sacré quoi, pour l'enfance. On lui donne sa gourde, on lui donne... J'imagine Eva à son époque, avec beaucoup de cheveux, beaucoup de poudre dans le cou, avec une grosse pièce de 100 francs, 2 frigolos, un peu pâté, et puis avec quoi? Avec les chaussettes. Avec les chaussettes. Les mocassins, et tout ça. Et puis le gros sac à dos. C'est-à-dire qu'il y a une certaine théâtralité dedans, et ça aussi, quelque part, ça peut booster l'enfant. Hein. C'est ça, c'est ça. Il faudra remarquer aussi qu'il y a la personnalité même de l'enfant qui entre en jeu aussi. Parce que lorsque l'enfant arrive à l'école, si c'est quelqu'un de timide et timoré, c'est clair qu'il restera dans son coin. Il ne va pas s'approcher des autres. Contrairement aux enfants qui sont beaucoup plus pugnaces, qui posent plein de questions, qui sont curieux, qui bougent, qui lèvent la main. Voilà. Ces gens-là, ils vont plus s'intégrer plus facilement et ils vont plus entrer dans les bonnes grâces du maître, puisque ce sont eux que le maître va remarquer. Voilà. Et il y a aussi certains enfants qui ont quelques difficultés. On appelle ça les troubles d'apprentissage. Voilà. On appelle ça il y a la dyslexie, les dysphasies, quoi d'autre, la dyscalculie et consorts. Ça pose quelques problèmes. Peut-être la dyslexie, c'est l'apprentissage de la lecture. Voilà. On remarque que ce garçon-là, quand il commence à lire, il fait plein de fautes. Bon, à l'école, les enfants se moquent beaucoup. Donc, après une expérience pareille, les enfants, ses camarades vont se moquer. Bon, lui, il va arrêter. Hein. Il va se reculer. Voilà, il ne va plus vouloir lire à haute voix et il ne va plus apprendre. Et ça, voilà, tous ces troubles-là peuvent déboucher sur ce qu'on appelle la phobie scolaire. L'enfant a une peur bleue de l'école, il n'a même pas envie de se lever le matin pour y aller. Oui, ça peut arriver. Certainement, si ses amis se moquent beaucoup. Voilà. Mais dans les cas de phobie scolaire, il y a aussi souvent une question de violence en bas. Voilà, une question de violence. Il sait qu'il y a un de ses amis qui est bien grand, bien costaud. Il y a un chef de gang qui va confisquer mon argent, mon goûter. Tout le monde est passé par là. C'est vous qui confisquez les goûters, Marco. Non. Moi, je vais vous raconter une anecdote de 10 secondes, 20 secondes. Il y a quelqu'un qui confisquait mes goûters. Et un jour, je me suis révolté. Je me suis révolté, je n'ai pas donné. Et rien ne s'est passé. Et je me suis dit, mais attends. Donc, il fallait quand même avoir un sursaut, une certaine personnalité aussi. Parfois, il ne faut pas rester en dedans. Il faut quand même s'affirmer et puis être vraiment direct aussi. C'est ça. Et en ce moment, on parle beaucoup de harcèlement scolaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes du harcèlement scolaire. Ça peut être des boutades, ça peut être des moqueries. Souvent, même ce sont des coups. Comme Marco le dit, on peut arracher vos goûters. Alors, pour les parents qui nous écoutent ici, je pense que les enfants, il y en a quelques-uns encore qui sont devant le petit écran avant de partir à l'école. Il ne faut pas hésiter à dénoncer aux parents. Et puis même les parents, il faut discuter avec vos enfants pour savoir ce qui se passe à l'école. Parce que je regardais hier, par exemple, dimanche, un magazine où une mère faisait un témoignage sur sa fille qui s'était suicidée parce qu'elle était victime de harcèlement scolaire. C'est grave. Donc, il faut que les parents soient plus proches des enfants pour que les enfants soient à même de leur dire ce qu'ils traversent à l'école. C'est ça. Justement, est-ce que c'est la même manière d'être, par exemple,
à Daloa, à Abidjan? Est-ce que en milieu rural ou en milieu, en milieu urbain, est-ce que l'enfant, les parents, est-ce qu'on doit appréhender de la même manière cette adaptation scolaire? Est-ce qu'il n'y a pas des spécificités? Bon, c'est clair que les milieux sont différents. Cependant, il faut se rendre compte que l'école, c'est le même système dans tous les cas. Et quoi qu'il peut avoir au niveau dans le milieu rural, quoi qu'il peut avoir quelques spécificités en ce sens que les enfants n'ont pas toujours les uniformes, d'accord? L'école n'est pas toujours aussi belle. Même le sol. Voilà, oui, il n'y a souvent pas de banc. Non, il faut le dire, il y a beaucoup d'écoles en Côte d'Ivoire où les enfants sont encore même le sol en 2017. C'est ça. À ce niveau-là, c'est aux parents de jouer le rôle, d'apprendre aux enfants le bien fondé de l'école. Pourquoi est-ce qu'ils les emmènent à l'école? Et dans ce cas, c'est dommage, il y a certains parents qui disent, bon, c'est pas la peine d'aller à l'école, allons au champ. Alors qu'en allant à l'école, c'est clair que les enfants apprendront beaucoup. Voilà. Donc, dans ce genre de cas, dans ce genre de milieu-là, c'est vrai qu'il y a des spécificités, mais ce sont les parents-là. Parce que, quand on peut le dire, au niveau de l'adaptation scolaire, il y a trois grands acteurs, que sont les parents, le système éducatif et les enfants eux-mêmes. Voilà, en ce qui concerne leur personnalité. Donc, à ce niveau, dans le milieu rural, les parents sont un moteur clé pour que l'enfant puisse s'adapter plus facilement à l'école. Parce que là encore, il faudra qu'on mette à sa disposition tout ce dont il a besoin et les choses qui sont indispensables et nécessaires pour qu'il puisse arriver à suivre les cours déjà et à pouvoir faire ce qu'il doit faire. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Ghislain Kofi. Avec Merci. vous, nous parlions de l'adaptation scolaire. Et encore une fois, je reviens là-dessus. Honneur à toutes ces femmes qui permettent à nos enfants... Les éducatrices préscolaires, on cherchait le terme. Voilà, qui permettent à nos enfants d'entrer de plein pied dans les méandres, dans ce magnifique milieu-là, qu'est le milieu scolaire, qui conditionne notre personnalité pour le futur. On retrouve Ghislain donc la semaine prochaine pour un autre volet, toujours dans le giron de l'éducation. Pour l'heure, avant de recevoir Maître Kone Kiobien, donc, qui est le monsieur droit de ces matinales que vous appréciez, en témoignent les nombreux messages que vous lui laissez sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission, et puis les nombreuses questions également que vous lui soumettez, les questions donc, auxquelles il prend grand plaisir donc, à répondre. Il va s'installer dans quelques instants. Avec lui, on parlera du droit des travailleurs. Bien avant, Marco, est-ce qu'on a le temps de donner les offres d'emploi? Oui, on va commencer maintenant. maintenant avec quelques offres d'emploi. Vous connaissez un peu le rituel avec notre collaborateur et surtout nos partenaires de Educarrière.net. Développeur application, entreprise dans le domaine des technologies, recherche donc un développeur confirmé pour la création d'une application iOS et Android. On recherche également un responsable financier de formation Bac+4 à Bac+5 en finance, comptabilité ou équivalent. Si vous avez une expérience de 7 à 10 ans dans une fonction similaire, la maîtrise du GAPP Côte d'Ivoire UEMOA sera impérative pour vous. Attention, designer 3D, architecte d'intérieur, de formation supérieure Bac+2 minimum. Vous maîtrisez le design, process et aimez relever les challenges. Vous maîtrisez les logiciels 3D, Max et ou bien d'autres. Et vous maîtrisez parfaitement les logiciels de la suite Adobe. La pratique de la langue anglaise serait un atout. On recherche également un comptable en recouvrement de formation Bac+2 à Bac+3 en comptabilité finance. Si vous disposez d'une expérience professionnelle de minimum 2 ans dans une fonction similaire et que vous êtes doté d'un très bon relationnel et que vous avez une bonne aptitude à travailler en équipe et à communiquer, eh bien vous serez le candidat idéal. Ingénieur civil, travaux publics, pour refermer cette page offre d'emploi, être titulaire d'un diplôme d'études supérieures en ingénierie civile, avoir entre 5 et 7 ans d'expérience, idéalement dans un bureau d'études, avoir une maîtrise des logiciels AutoCAD, Microsoft Office, Covadis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces offres d'emploi à travers notre partenaire Educarrière.net. Lui, il a déjà un emploi stable, il travaille et il fait office donc d'autorité dans son domaine. C'est le droit. Maître Kone Kiobien est installé, jingle, élément magnéto pour avoir beaucoup de temps pour discuter avec lui parce que c'est toujours intéressant. C'est parti. Avoir un emploi stable est un gage contre des éventuels besoins ou un déséquilibre social. L'intégration sociale ne peut être effective que par le travail qui permet à toute personne de parvenir aux besoins vitaux, notamment avoir son pain quotidien. Selon le droit du travail en Côte d'Ivoire, quelles sont les obligations d'un travailleur envers son employeur? Chez moi, ici au garage,
la première obligation de travail. Je respecte beaucoup mes apprentis. On travaille ensemble. L'heure d'arriver est respectée. Et que si à midi, arrivé et qu'il doit descendre, je respecte mon obligation, c'est pour qu'il respecte ce que je dis. Et puis vraiment, ils descendent. Le travail commence à partir de 9h30. Je ferme ici à 19h30. Mes employés descendent à partir de 13h30 pour aller manger. Ils ont 30 minutes de pause. Je ne bloque pas. Si c'est l'heure de manger, je ne bloque pas mes employés. Ils sortent pour aller manger parce que c'est leur droit. Quand fin du mois arrive, mes employés sont payés à partir de 3. Je paye tout le monde parce que mes employés travaillent bien, donc je les respecte. Autant un travailleur a des obligations envers l'employeur, autant l'employeur a des obligations envers le salarié. L'employé doit obéir son patron, parce que c'est le patron qui te paye. Même en dormant la nuit, des fois, il peut te dire, bon, il y a telle personne qui est tombée en panne, va le dépanner. Tu es obligé de te réveiller pour le dépanner, parce que je te paye. Et sans ça, il n'y a pas de salaire parce qu'il n'y a pas de travail. L'employé n'a pas de conditions à donner à son employeur. Quelles sont les attitudes à tenir pour une bonne relation entre employeur et employé? Ça dépend de moi-même. Ça veut dire, je donne le travail à mon apprenti si cette voiture est faite. Et puis, je viens dessus, je dis, bon, laisse, va faire l'autre. Il ne va pas être content pour ça. Je dois lui laisser travailler la première voiture, c'est la première voiture que je lui ai donnée. Je dois lui laisser travailler dessus. Il finit, et puis je viens voir maintenant, il va m'appeler, et puis je viens voir. C'est propre, il essaie, il vient. S'il vient aussi, puis il ne lui dit pas que c'est propre, lui aussi va se fâcher. Donc je dois venir lui dire que vraiment mon petit a bien travaillé, la voiture a essayé, c'est propre. Et lui aussi il est content. L'employé doit obéir son patron et lui donner un bon respect pour que l'attente rentre, il y ait une bonne attente entre lui et son employé et son employeur. Deux fois, si ce qu'ils font qui n'est pas bien, tu les approches pour les parler, pas pour crier sur eux. Parce que quand tu cries sur tes employés, d'autres peuvent s'emporter. Donc il y a une manière de parler à une personne que tu travailles avec eux. Les rapports entre un employeur et son employé sont des engagements que chaque partie signe pour travailler dans une entreprise. Il doit les respecter pendant toute la durée du contrat. Ces relations sont caractérisées par l'existence d'un lien de subordination juridique des salariés à leurs employeurs. Chacun doit être conscient de ses obligations envers l'autre pour le développement et la bonne marche de l'entreprise, en particulier et de la société en général. Retour sur ce plateau, l'élément explicatif a permis donc de bien planter le décor. Il sera question aujourd'hui du droit des travailleurs et on parlera bien évidemment aussi du droit du travail. Il est là, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour maître. Comment vous allez ce matin? Ça va, ça va. On a entendu beaucoup de choses sur lesquelles d'ailleurs vous avez réagi. Donc je pense que le droit des travailleurs est assez méconnu, notamment par ces personnes qui ont donné leur avis dans l'élément et c'est justement l'occasion de rectifier tout ça. Qu'appelle-t-on un employé? Un employé, au sens du Code du travail en Côte d'Ivoire, est considéré comme employé ou encore travailleur ou encore salarié, quel que soit son sexe, c'est-à-dire homme ou femme, sa race ou sa nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale. Dans ce moment, vous voyez que c'est la personne physique qui met son activité professionnelle au service d'une autre personne physique ou morale. C'est-à-dire une personne physique ou une entreprise publique ou privée, appelée employeur. C'est-à-dire nous avons deux parties, un employeur et un employé qui est aussi appelé travailleur, qui est aussi appelé salarié. Il faut distinguer l'employeur du fonctionnaire. L'employé doit être distingué du fonctionnaire. Et il faut aussi distinguer des personnes qui sont employées par les entreprises publiques, par l'État ou les autres personnes morales de droit public dans des conditions particulières. Il y a ce qu'on appelait à l'époque les agents temporaires ou ainsi de suite, qui ont un statut particulier. Cela ne peut pas être considéré comme employés. Ils ne sont pas soumis au Code du travail. Différence entre un employé et un fonctionnaire? Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Oui, le fonctionnaire
il est régi par le statut général de la fonction publique. Il a son matricule. Il a son matricule de fonctionnaire, il est fonctionnaire, il a ses avantages, il a son statut qui est déterminé par le statut général de la fonction publique. Les conditions de son travail, les conditions de rémunération, les congés, l'avancement. Et le travailleur est régi par le Code du travail et les décrets d'application qui s'en suivent. Le Code du travail, convention collective pour ceux qui sont signataires de cette convention et les décrets d'application pour l'application du Code du travail. Là, c'est très clair maintenant et ça concerne les employés. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle employeur? C'est quoi un employeur? Comme je l'ai dit, l'employeur, c'est toute personne physique ou morale qui emploie une personne qu'il ou qu'elle rémunère. C'est-à-dire qui lui donne des directives, qui lui crée du travail et qui paye ce travail. Ils sont à distinguer. Là, ça nous amène directement à savoir c'est quoi le contrat du travail. Exactement, par rapport à d'autres types de contrats. On a beaucoup d'employeurs dans l'informel. Monsieur Gouvoy ou Eva qui veut construire une maison, elle demande à son voisin à côté de venir travailler sur son chantier. Ce n'est pas un contrat de travail. Le voisin qui vient construire sur le chantier, qui bâtit la maison, il est lié à la personne qui construit par un contrat d'entreprise. C'est un entrepreneur qui peut venir réaliser cet ouvrage-là. Il n'est pas lié à vous par un contrat de travail. C'est comme vous allez sur l'autoroute, vous avez une panne, vous faites appel à un mécanicien qui vient vous dépanner. Ce n'est pas un contrat de travail. Ou bien vous avez un établissement scolaire. Maître Koné est avocat, vous lui demandez, maître, venez en semaine, vous venez donner 2 cours de droit, 2 heures de cours de droit à mes étudiants. Je viens à la fin du mois, on dit bon, pour vacation, nous payons tant à Maître Koné. Ce n'est pas un contrat de travail, c'est un vacataire. C'est un gombo. Il n'est pas lié. Bon, vous pouvez l'appeler comme vous dites. En Côte d'Ivoire, on dit c'est un gombo. Ce n'est pas un contrat de travail, puisque quand on regarde bien 2 heures sur les heures de travail du matin au soir, si c'est 2 heures dans la semaine, en ce moment, on ne peut pas considérer ça comme un contrat de travail, c'est une vacation. Et en ce moment, cela pose souvent des problèmes dans les établissements privés. Des personnes qui sont vacataires, tantôt on estime qu'elles sont vacataires, tantôt on estime qu'elles sont des travailleurs. Mais vous donnez du travail à une personne qui fait le même travail tous les jours, aux heures de travail, pendant plusieurs années, qui fait le même travail, la personne peut être considérée comme vacataire. En son temps, la section du tribunal de Dabo avait rendu une très belle décision où un enseignant d'un établissement privé qui réclamait des droits de rupture, l'employeur qui estime qu'il n'était pas travailleur parce que c'était pour lui un vacataire. Le juge a dit, et à qui je fais un clin d'œil d'ailleurs, il saura se reconnaître, toute cette personne-là qui a exécuté le même travail, aux heures du travail, toute la journée, pendant au moins 5 ans, on ne peut pas considérer qu'elle est vacataire. Donc, elle est liée par un contrat de travail. C'est une vacation assez particulière, ça, oui, quand même. Justement. Alors, à quel âge peut-on conclure un contrat de travail en qualité de travailleur? Bon, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas conclure un contrat de travail avant 16 ans. C'est-à-dire le mineur de 16 ans, le mineur qui a 16 ans, peut conclure un contrat de travail. Non, pas moins. À partir de 16 ans. À partir de 16 ans, on peut conclure un contrat de travail. Est-ce qu'il y a des... Mais à 14 ans, c'est un contrat d'entreprise, d'apprentissage, pardon, c'est un contrat d'apprentissage. 14 ans. Pour lequel on est rémunéré? Non, en principe, non, la loi n'impose pas de rémunération. Parce que déjà, l'apprenti est considéré comme étant en train d'achever une formation. D'accord. Donc si on doit vous payer parce que vous allez à l'école, ça devient... Là maintenant, sur le plan entre les personnes, on peut peut-être négocier une prime de transport ou bien quelque chose pour que l'enfant mange à midi. Mais sinon, à partir de 14, on ne peut pas conclure un contrat d'apprentissage avant 14 ans. Et avant 16 ans, on ne peut pas conclure un contrat de travail. Mais donc, pas moins de 16 ans pour conclure un contrat de travail. Est-ce qu'à 16 ans, on peut être employeur, par contre? Si on a une petite activité ou même une grande activité, est-ce qu'à 16 ans, on peut être employeur? Non, à 16 ans, on ne peut pas être employeur parce qu'on n'a pas la capacité de conclure, d'employer, d'engager son patrimoine. Parce qu'à 16 ans, on est encore mineur. On est sous l'autorité d'une personne majeure, papa ou maman, ou bien si le papa et maman ne vivent plus, en fonction des circonstances, c'est le tuteur. Donc, à 16 ans, être employeur, ça... À 14 ans, théoriquement, ce n'est pas possible.
Théoriquement, c'est possible, mais pratiquement, je me demande à 16 ans. Maître Koné, cas concret. À 14 ans, je suis dans l'entreprise, en apprentissage, et j'y suis jusqu'à 16 ans. Donc le contrat peut être modifié. Oui, jusqu'à 16 ans. Bon, si l'apprentissage continue, ça peut basculer maintenant dans un contrat de travail. C'est-à-dire ici, on interdit le travail des enfants. C'est pourquoi on dit qu'on ne peut pas conclure le contrat avant 16 ans. Mais si peut-être à 17 ans, vous avez votre BTS à 17 ans, que vous voulez faire un stage d'apprentissage, on ne vous empêche pas d'être apprenti. On peut être apprenti à 18 ans, peut-être apprenti à 20 ans. Si pour le travail pour lequel vous voulez, ce pourquoi vous voulez travailler, vous ne maîtrisez pas, qu'on vous demande de faire un stage d'apprentissage, vous êtes obligé. Mais seulement si à partir de, même si à 15 ans, même si vous êtes érudit, on ne peut pas vous employer. Alors, quelles sont les obligations qui pèsent sur le travailleur? Je rappelle que lorsque nous faisons la thématique ici à Matin Bonheur, il faut tout noter et puis même après, poser des questions sur tous nos démembrements Internet, hashtag Matin Bonheur, tout ça, Facebook. Merci à Soro Félicité qui, je le rappelle, estampille cette émission. Alors, quelles sont les obligations qui pèsent sur le travailleur? Oui, dans la définition, il a été clairement dit. Employeur, employé. D'un côté, l'employé s'engage à mettre son travail, sa capacité intellectuelle, sa capacité physique ou ce qu'il y a, son savoir-faire à la disposition d'un employeur, personne physique ou morale, contre rémunération. Qu'est-ce que ça dit? Premier élément, l'employeur a obligation de donner du travail à l'employé. Vous employez une personne qui vient le matin, qui est assise dans son bureau, qui passe son temps à faire des selfies, qui n'a rien à faire. À jouer Zuma sur le... Dans ce moment, ce n'est pas, vous ne l'employez pas. La personne peut estimer qu'il n'y a pas de contrat de travail. Vous êtes en train de violer votre obligation de lui donner du travail. Même si la personne est payée? Mais vous payez, c'est l'un des éléments, l'activité professionnelle. Mais c'est quoi l'activité professionnelle que vous mettez à la disposition? En cas ça arrive souvent. Ça arrive souvent en cas de conflit, par exemple, où le supérieur hiérarchique veut punir l'employé. Bien souvent, ils viennent au travail. On le met au garage. On ne lui confie rien. Donc, si on ne lui confie rien, on estime que la personne peut se considérer comme licenciée. Elle peut prendre acte du licenciement. Parce que les conditions de travail ne sont pas réunies. Dans notre code, vous ne le verrez pas, cette possibilité de prendre acte du licenciement. J'avais pensé qu'avec le foisonnement jurisprudentiel qui a cours présentement sur cet élément de contrat de travail, que lorsque nous avons modifié le code du travail, ce code-là aurait pu prendre cet élément-là en compte. Mais bon, la jurisprudence en France l'a établi. Lorsqu'il y a une modification substantielle des conditions du travail, de sorte que l'employeur se sent dans l'obligation de recourir à d'autres voies pour se faire comprendre, ou bien l'employeur se sent délaissé, son contrat de travail a été modifié drastiquement de sorte qu'il ne se sent plus à même de pouvoir exécuter le contrat de travail comme il le fait, il peut prendre acte du licenciement et demander qu'on lui paye les dommages et intérêts pour licenciement abusif. On peut mettre fin au contrat de travail. Ça va plus loin où l'employé en question n'a même pas de bureau, il n'a même pas de poste de travail. Donc il arrive le matin dans l'entreprise, par exemple, sous les arbres. Non, ça dépend. Si on vous embauche, au moment de l'embauche, on vous dit, pour le moment, on n'a pas encore de bureau, mais attendez, on va vous en faire un, c'est différent. Mais si vous avez eu un bureau en son temps, vous avez travaillé, vous avez des postes de responsabilité, une tâche bien définie. Et suite à une décision, on vous met, vous venez au travail, vous n'avez rien à faire. Vous êtes au parking dans votre voiture, votre bureau. Mais le lieu de travail, ce n'est pas dans le parking. À moins d'être conducteur, à moins d'être chauffeur, comme dans l'environnement, dans les sociétés en Afrique. Oui, dans ces conditions, vous n'êtes plus au travail. Le contrat de travail n'est plus un contrat de travail. Il y a un comportement de nature à mettre fin à ce contrat. C'est une violation de l'obligation de l'employeur. Donc, mettre le travail à la disposition de l'employé. Et ensuite, quand on dit autorité et direction, lui mettre à disposition les moyens et les outils du travail. Vous dites à quelqu'un, bon, monsieur, vous êtes embauché pour tel poste bien précis. Vous devez faire les fiches des élèves ou étudiants, ou bien vous devez, chaque jour, vous êtes à la comptabilité. Mais on arrive à la comptabilité, il n'y a même pas un seul ordinateur. Il n'y a même pas de papier. Il n'y a pas de stylo. Mais vous voulez que la personne travaille dans quelles conditions? Ici, vous devez mettre les moyens à disposition. En même temps, la fiche de poste, en même temps, la nomination, voilà, Madame Amani, voilà ce à quoi vous avez droit, voici ce que vous avez à faire, voici vos obligations de résultats dans la semaine, voilà ce que j'attends de vous, dans le mois, dans l'année. Justement, il faut les tâches claires. Parfois, dans les procédures de rupture du travail, devant le tribunal du travail, on entend dire qu'il n'a pas atteint ses objectifs.
Mais parfois, quand vous regardez, vous demandez, mais quels étaient les objectifs? On dit non, il est informé de ses objectifs. Il est informé par quel moyen? Si vous licenciez une personne pour n'avoir pas atteint ses objectifs, il faut avoir mis la personne en mesure de connaître ses objectifs. Si ses objectifs ne sont pas connus dans ces conditions-là, vous l'avez licencié abusivement. Et il faut également, j'imagine, pour l'employeur, donner des tâches à l'employé à la hauteur de ses compétences. Parce que si on sort du domaine de compétences de l'employé... Une personne qui a fait droit, bon, vous arrivez, on dit, bon, monsieur, vous êtes programmateur logiciel. Mais écoutez, un avocat qui arrive dans une entreprise, on lui demande d'être programmeur, analyste-programmeur. Bon, à moins d'avoir fait des études complémentaires, je me demande ce qu'il peut bien y faire. Ou bien, il est analyste-programmeur, il arrive, on dit, non, vous allez tenir le journal de l'entreprise. Bon, il a fait bac C. Il a fini dans une école de technologie. On lui demande de tenir le journal de... Il n'a jamais fait d'études de journalisme. Et lorsqu'il fait la première page, on dit, mais monsieur, vous avez fait des études où? Vous ne valez rien, on va vous licencier. Mais dans ces conditions, vous avez fait un licenciement abusif. Mais il y a des employés aussi qui aiment bien ça, maître. Ils sont là, ils sont à un poste précis, ils voient d'autres évoluer, ils pensent que peut-être c'est la même chose. Ils sont par exemple, elle est par exemple secrétaire de direction, elle voit son collègue qui peut-être a une nouvelle voiture, elle se dit que forcément ce corps de métier m'intéresse. Et dans l'entreprise, quand on peut avoir certaines accointances avec peut-être des membres, des personnes bien placées, et on voit comme ça des changements de carrière qui ne sont pas organisés. Sans faire de renforcement de capacité. Ça c'est peut-être... Mais si l'employeur qui organise ce travail est satisfait du résultat, dans ces conditions, on ne peut pas lui en vouloir. Mais c'est lorsque, après avoir fait changer de catégorie à la personne, on nous dira qu'elle ne vaut rien, en ce moment-là, la faute est à l'employeur. Et maintenant, aujourd'hui, après les obligations de l'employeur, quelles sont les obligations de l'employé? L'employé doit utiliser ses compétences de travail au service de son employeur. Lorsqu'on voit des personnes qui arrivent souvent au travail, qui, au lieu de travailler, sont sur Facebook en ce moment, et ça, il faut bien le dire, aux heures de travail, si on vous surprend en train d'aller sur Facebook, c'est une faute professionnelle. Parce que de regarder des télénovelas. Vous avez des heures, il y a des heures de travail. Ces heures de travail sont impératives. Vous pouvez regarder Matin Bonheur, il n'y a pas de souci. Il y a des heures de travail, c'est des heures impératives. Mais si vous utilisez ces heures-là à faire autre chose que le travail et qu'à la fin les objectifs ne sont pas atteints, mais il y a des personnes aussi qui disent « je peux travailler, ce n'est pas l'heure de mon inspiration ». Mais lorsqu'on déterminait les heures de travail, on n'écrivait pas qu'on l'inspiration des heures. Moi, je suis toujours inspiré. Il y en a qui viennent le matin, ils ne travaillent pas, ils sont dans la cour. Je ne suis pas dans mon assiette. Je suis pas dans mon assiette. On dit de travailler, tu pas dans l'assiette. On dit, mais tel travail avez-vous fait? Non, ce n'est pas encore l'heure de mon inspiration. Ça, c'est une subordination. Et donc, l'employé a le devoir de consacrer son temps de travail à son employeur. Mais, ou bien, vous êtes dans une entreprise qui s'occupe de la publicité. Et vous vous rendez compte qu'ailleurs, vous pourrez gagner mieux. Et au lieu de travailler sur les maquettes ou bien les conceptions de votre entreprise, on vous voit en train de travailler sur les conceptions de l'entreprise concurrente. En ce moment-là, vous êtes en train de violer votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur. Donc, l'employé a une obligation de loyauté, il a une obligation de subordination. Lorsque l'employeur vous donne des tâches, bien claires et précises qui sont dans les limites de vos compétences, qui sont conformes au droit du travail, dit « je ne fais pas ». On voit souvent des altercations dans les entreprises où l'employé, lorsqu'on arrive devant le tribunal du travail, dit « ce n'est pas comme ça que j'ai dit ». Je lui ai dit « donnez-moi ça ici ». Mais à votre employeur, vous ne pouvez pas dire les choses. Donc ça veut dire que le langage lui-même doit être courtois. D'accord. Et parfois, en se fondant sur des positions syndicalistes, je n'ai rien contre les syndicats, j'ai moi-même été syndicaliste, en se fondant sur des positions syndicalistes, parfois il y a une insubordination véritable des entreprises qui font que parfois l'employeur est bafoué. Et aussi, un jour on en parlera, le droit de grève. Quand on est en grève, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le cas de cet employé-là qui a été licencié. Il dit qu'il a été licencié pour cause de grève. En réalité, ce n'est pas pour cause de grève. Pendant la grève, il laisse le véhicule de contact, la clé de contact sur le véhicule de service et il se met dans la marche. À la fin de la marche, la voiture a disparu. Il estime que c'était une grève, il a participé à une grève, c'est pourquoi on l'a licencié. Mais vous avez laissé la clé de contact. Le véhicule a été volé. En ce moment-là, le véhicule a été volé. Vous êtes allé au-delà de ce que le droit de grève permet. Ou bien, il y a des entreprises aussi où on vous dira, pour travailler ici, vous devez avoir tel comportement. Par exemple, en son temps, il y a le cas d'une institutrice dans une école confessionnelle qui a été licenciée pour avoir divorcé. On estimait que c'était un élément de la vie privée que l'employeur ne devait pas prendre en compte dans le cadre des relations de travail. Mais l'employeur s'est défendu en disant que c'est une école confessionnelle,
nous enseignons selon un ordre bien établi, selon une morale bien établie. Si elle qui enseigne divorce, c'est un mauvais exemple pour les élèves. J'ai une question. Et donc, parmi les obligations, parfois la limite entre la vie privée et la vie publique, c'est très différent. Même dans la tenue vestimentaire, l'employé a le devoir de paraître dans une tenue convenable. Vous êtes professeur ou bien instituteur ou bien institutrice, vous apparaissez dans l'établissement avec une tenue comme si vous alliez à la plage. En ce moment, on peut vous licencier pour avoir manqué à aux obligations de votre contrat de travail. Ou bien vous travaillez et au lieu de travailler correctement, on vous voit en train de taquiner vos collègues. Vous passez votre temps à travailler, à bavarder. Or, je trouve par exemple c'est une chaîne de montage ou bien une chaîne une chaîne de vérification de produits alimentaires où il faut surveiller des dosages et autres. En ce moment-là, si vous n'êtes pas concentré, on peut vous licencier pour ça. Donc parmi ces obligations, il y a des éléments comme ça. On ne peut pas les faire de façon exhaustive, mais travailler avec loyauté et professionnalisme. Avoir ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Pour parler justement, Marco, des heures supplémentaires, parce que... Non, avant d'aller dans les heures supplémentaires, parlons du salaire, parce que ça c'est très important. Vous voyez, quand j'ai dit salaire, Eva sourit en même temps. On se comprend. Alors, le salaire, comment on le fixe? Comment on le fixe? Parce que moi j'ai entendu des gens dire, dans d'autres entreprises, je ne parle pas de mon cas, moi ici je suis à l'aise, j'ai entendu des gens dire non, vous êtes trop jeune pour ce salaire qu'on doit vous donner. Comment on fixe le salaire? Non, le salaire... Dites-nous tout. Il y a des... Eva, pourquoi vous riez quand on parle de salaire? Ça fait toujours plaisir quand on parle d'argent. Ok, surtout à vous. Non, oui, allez-y. L'État fixe un salaire minimum. C'est ce qu'on appelle le SMIC. Le salaire minimum individuel garanti, je crois. Oui. Vous savez, le SMIC, à la fin, c'est garanti. En France, c'est de croissance. Donc ici, c'est ce salaire-là, en dehors du salaire minimum catégoriel et ses accessoires, qui sont déterminés parfois par l'employeur ou en fonction du corps de travail. Il y a certains corps de travail qui déterminent des salaires en fonction de certains postes. En Côte d'Ivoire, il y a des domaines. On vous dira le domaine des hydrocarbures, compte tenu de la spécificité, voilà ce qu'il faut payer comme salaire. Le domaine des médias, compte tenu de la spécificité, voilà ce qu'il faut payer comme salaire. Ah bon? Dites ça encore. Oui, bien sûr. Les personnes peuvent se réunir pour déterminer, mais ça ne veut pas dire qu'on fixe ces salaires-là de façon drastique, de façon catégorique, de façon figée. Dans ces canevas, il peut y avoir des flottements. Mais en dehors de ces conditions-là, le salaire est fixé librement. C'est pourquoi on dit que chacun négocie son salaire. Vous venez, vous avez tel diplôme, on sait plus ou moins dans l'État, en fonction de la formation, en fonction du niveau, en fonction de votre compétence, vous savez quel type de salaire il faut demander. Vous venez, on vous dit, bon monsieur, à partir d'aujourd'hui, vous êtes embauché, c'est vous qui allez faire tel travail bien déterminé. Votre patron a tel montant comme salaire. Vous dites, non, moi je veux le triple du salaire de mon patron. Mais l'employeur peut vous dire, non, je ne peux pas payer dès le départ. Mais s'il accepte qu'il ne paye pas, en ce moment, il a commis une faute. D'accord. Justement. Donc le salaire, il est déterminé librement. Mais il y a plusieurs éléments du salaire. Un jour, certainement qu'on en parlera. Les éléments du salaire, il y a ce qu'on appelle les remboursements des frais. Il y a des primes et autres avantages et accessoires. Par exemple, la prime de transport, c'est un remboursement des frais. Donc, dans un bulletin de salaire, absolument, obligatoirement, doit figurer une prime de transport. Et maintenant, en plus de ça, en fonction des heures qu'on travaille, par exemple, si on doit travailler tard ou bien on doit venir trop tôt, on peut fixer des primes qu'on peut ajouter. Mais ça, c'est de façon... Tôt, comme à 5h55, quand on peut venir tôt, vous parlez par exemple de ceux qui peuvent se lever à 3h du matin. Oui, si vous levez à 3h du matin, cela peut motiver l'employeur à vous donner des primes. Mais ça, ce n'est pas ce que la loi l'impose. On dit ça comme ça. Mais la loi l'impose. C'est juste parce qu'on parle des gens qui se lèvent tôt pour travailler, par exemple, dans les entreprises de transport. Ah non, là, je comprends maintenant ce que vous voulez dire. Là, maintenant, je vous suis maintenant. Je vous suis. Vous avez pensé à quoi? Non, nous, on pense de façon globale. Je vous ai suivi. Non, de façon globale. Globalement parlant, ceux qui se lèvent très tôt, à 3 heures, c'est pas évident. Donc, on doit avoir, ils peuvent peut-être... Ça, c'est l'employeur qui peut décider. Mais s'il savait que ce que vous devez faire ne peut pas être fait en dehors de cette heure-là, bon, l'employeur pourra dire, si vous demandez des primes pour ça, alors qu'il n'y a que ça qu'on fait, dans ces conditions, c'est comme quelqu'un qui travaille à partir du soir, qui travaille dans une boîte de nuit. On dit, mais moi je veux une prime de salaire parce qu'il travaille la nuit. Non, mais votre travail ne peut pas se faire en dehors de la nuit.
Donc pourquoi on parle de travail de nuit, il faut qu'il y ait au moins travail de jour. Or, je vois une boîte de nuit qui s'ouvre la journée, vraiment en dehors. Par exemple, quand ils viennent à 3 h du matin, ils sont là jusqu'à midi, 15 h pour préparer l'émission du lendemain. C'est une équipe. Non, c'est des choses comme ça, il faut... Bon, ça c'est... Vous pouvez dans une entreprise, par exemple, de manufacture. Où on prépare des émissions. Où on prépare des... Non, on prépare des émissions dans une entreprise de manufacture. Non, non, c'est Eva qui a dit... Ah non. Moi, je parle de façon globale, hein, générale, quoi. Non, mais ce sur quoi la loi insiste, c'est que dans la catégorie égale, hommes et femmes, il faut un salaire égal. Les conditions doivent être les mêmes. Et aujourd'hui, on ne peut pas prendre prétexte de ce que c'est une femme et la payer moins que l'homme. Aujourd'hui, vous avez vu, en France, c'est la journée internationale des droits de la femme. Exactement. Les femmes françaises ont insisté dessus. À partir de maintenant, il faut mettre fin à cette discrimination. Parce que quand on va à l'école, il n'y a pas de notes pour les femmes, des notes pour un cours spécial pour les femmes. Et un cours égales, salaire voilà, égal. Salaire égal. Je vais revenir sur les heures supplémentaires rapidement, parce que vous l'avez dit, hein, le travail qui se fait la nuit notamment. Et puis dans l'élément qu'on a vu, l'élément explicatif, le garagiste mécanicien qui expliquait que si son patron l'appelait au milieu de la nuit pour dépanner un client, il ne pouvait faire autrement que d'y aller. Qu'est-ce que la loi prévoit par rapport aux heures supplémentaires? Non, les heures supplémentaires, il y a des primes pour les heures supplémentaires. Il y a des primes, je ne vais pas vous les donner en détail parce qu'on n'en a pas assez de temps. Sinon, il y a des primes pour les heures supplémentaires. Et l'heure supplémentaire, c'est l'heure qui vient après l'heure légale du travail. En Côte d'Ivoire, le travail, ça a été fixé entre 7h30 et 12h30, je crois, et 14h30, 18h30, ou bien, je ne sais pas si c'est avant ou 17h30. Lorsque l'heure légale passe, les heures qui suivent sont des heures supplémentaires. Mais dans l'entreprise, on paie les heures supplémentaires à une certaine catégorie d'employés. Les cadres, je crois, n'ont pas d'heures supplémentaires. Parce que je crois que les conditions du travail des cadres, les primes sont déjà suffisamment élevées. Donc, l'heure supplémentaire, c'est l'heure qui vient après l'heure légale. Les cadres n'ont pas droit à des heures supplémentaires. En général, je ne vois pas, parmi toutes les entreprises dont je suis le conseil. En général, sinon ça existe. Bon, parfois on peut trouver ça comme ça, ça existe. Ça, en fait, pour ce qu'il y a des relations entre employés et employeurs, en dehors du cadre global que la loi fixe, il y a des négociations internes qui peuvent avoir lieu. Vous verrez par exemple quelque part une secrétaire est payée à 500 000, 1 million en fonction du domaine. Ailleurs, c'est 150 000, 200 000. C'est différent. Et ailleurs, vous allez voir un chef de service. C'est pourquoi les gens font ce qu'on appelle le débauchage. On estime que là-bas, on gagnerait mieux, on va là-bas. Mais le débauchage, aujourd'hui, on a ouvert la rubrique droit du travail. On fait un ramassé dessus. Et spécifiquement en fonction du temps qui nous sera imparti, nous allons faire des précisions sur chaque élément du travail. De façon séquentielle, on va revenir vraiment avec Maître Kiyomé. Il est là à votre disposition chaque mardi pour vous parler un peu de tout ce qui rythme le droit. Et là, on va rester dans ces semaines à venir hein, dans le giron des droits du travail. On a été très heureux d'être en votre compagnie, Eva, Mani et moi, dans le domaine de la communication. On est très heureux. Tout à fait, de se lever tôt pour vous. Et puis, on est très heureux de notre entreprise, la RTI. Voilà, on continue. Avec, bien sûr, dans quelques instants seulement, le sémillant, tonitruant Yves Aymar qui va nous parler un peu de toutes les activités qui vont rythmer notre journée, tous ceux qui vont venir parler donc d'activités au sein de la sphère associative. On salue M. Adja Roger Datiekwa, on salue tous ceux qui nous regardent du Canada, M. Sissé du Canada, et puis voilà. Merci beaucoup, on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir, et regardez le beau sourire de Eva Mani. Merci à tous, on se retrouve demain. Gros bisous.